Le jour où j'ai eu besoin d'aide, mon propre fils m'a dit « Tu n'es plus mon problème » et m'a mis dehors. J'ai avalé l'humiliation, l'abandon et le mépris. Je suis resté silencieux. Mais ce calme cachait une décision silencieuse qui les mettrait tous en alerte. Parce que ce que mon fils ne savait pas, c'est que je n'étais pas juste un vieil homme faible mendiant la charité. Et quand la vérité éclaterait au grand jour, il serait trop tard pour tout regret. Je m'appelle Philippe Furkim. J'ai 84 ans et je vis seul dans un petit village de l'intérieur de la France, de ceux où tout le monde se connaît par le nom de famille et par le passé. Saint-Rémy de Provence, pour être exact. Un village où les maisons de pierre gardent des histoires de siècles, où le marché du mercredi fonctionne encore sur la même place depuis avant la Révolution, où le boulanger connaît votre nom et votre préférence de pain avant même que vous n'ouvriez la bouche. Pendant des décennies, j'ai été respecté comme un homme discret, travailleur, de ceux qui ne se plaignent jamais et tiennent toujours parole. J'ai élevé mon fils Étienne en croyant que les soins reviendraient quand l'âge réclamerait son dû. Je croyais que les valeurs que j'avais essayé d'enseigner avaient pris racine profondément, comme je me trompais. Ma femme Marguerite est morte il y a 7 ans. Un cancer du sein qui s'est propagé trop vite, malgré tous les traitements à Avignon. Quand elle est partie, elle a emporté avec elle non seulement 52 ans de mariage, mais aussi la dernière personne qui me regardait avec un véritable affection. Nous sommes restés seuls, moi et la maison vide, moi et les souvenirs qui résonnaient dans les pièces silencieuses. Étienne est venu à l'enterrement, bien sûr. Il est arrivé de Paris avec sa femme Céline, est resté 2 jours, a aidé avec les papiers nécessaires et est retourné à sa vie agitée dans la capitale. Après cela, les visites sont devenues de plus en plus rares, les coups de téléphone de plus en plus courts, jusqu'à ce qu'ils disparaissent pratiquement. Mais le corps a commencé à défaillir vraiment l'hiver dernier. Les jambes n'obéissaient plus comme avant, surtout la gauche, qui semblait avoir développé une volonté propre de trembler et de fléchir aux moments les plus inopportuns. Les nuits froides de Provence, qu'avant j'affrontais sans problème, sont devenues trop longues à affronter seul. Je me réveillais à 3 heures du matin avec des crampes terribles, et elles mettaient presque 1 heure à passer. L'arthrose aux genoux et aux hanches transformait chaque mouvement en une négociation douloureuse. Descendre les escaliers pour faire du café le matin était devenu une expédition dangereuse. Prendre une douche exigeait planification et courage. Mettre mes chaussettes semblait une tâche impossible certains jours. Le médecin du village, docteur Morel, un homme de 60 ans qui me connaissait depuis des décennies, a été direct lors de la dernière consultation. Il s'est assis dans la vieille chaise de son cabinet, a enlevé ses lunettes et m'a regardé dans les yeux avec cette franchise brutale que seuls les vieux amis peuvent se permettre. Il a dit que je ne devrais plus vivre seul, qu'une chute pourrait être fatale à mon âge, que j'avais besoin de quelqu'un près de moi, au moins pour les activités de base. Il a recommandé que je parle avec mon fils, que je cherche de l'aide familiale avant d'envisager une maison de retraite. C'est alors que Philippe Furkim a avalé son orgueil et a fait ce qu'il n'avait jamais imaginé devoir faire. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Étienne pour demander de l'aide. La conversation a été brève. J'ai expliqué la situation, les difficultés, le conseil du médecin. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne, puis la voix de Céline en arrière-plan disant quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Étienne est revenu et a dit qu'il devait réfléchir, qu'il parlerait avec sa femme, qu'il me rappellerait. 2 jours plus tard, il a appelé en disant que je pouvais venir à Paris, rester avec eux pendant un moment pendant que nous réglions la situation. J'ai fait une petite valise avec des vêtements pour une semaine, peut-être 2. J'ai demandé au voisin M. Bartoli de s'occuper du jardin et de ramasser le courrier. J'ai fermé la maison que Marguerite et moi avions transformée en foyer pendant plus d'un demi-siècle, et je suis parti. J'ai pris le TGV à Avignon, 3 heures jusqu'à Paris, pensant que peut-être, finalement, mon fils montrerait la compassion que j'avais toujours cru avoir plantée en lui. L'appartement se trouvait dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro. Une adresse impressionnante,
de celles qui coûtent une fortune. Étienne travaillait comme directeur financier d'une entreprise de technologie. Il gagnait bien, très bien, d'après ce que je pouvais percevoir. L'appartement était moderne, minimaliste, tout décoré en tons de blanc et gris, avec des meubles design qui ressemblaient plus à des œuvres d'art qu'à des objets d'usage. Tout impeccablement propre, tout à sa place, tout criant « ne touchez pas ». Céline m'a accueilli avec un sourire crispé, ce genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Elle m'a montré la chambre d'amis, petite mais confortable, et a dit que le dîner serait à 8 heures. Les premiers jours, j'ai essayé de me rendre utile. Je me suis proposé pour aider à la cuisine, pour faire de petites tâches. Céline refusait poliment, disant que j'étais un invité, que je devais me reposer. Mais je voyais dans ses yeux, dans la façon dont elle tordait les lèvres quand elle pensait que je ne regardais pas, que ma présence était un dérangement. Étienne rentrait tard du travail, dînait rapidement, disparaissait dans le bureau ou au lit. Les conversations étaient minimes, fonctionnelles, vides de toute chaleur réelle. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Je posais des questions sur les plans, sur quand nous pourrions discuter de solutions à long terme. Étienne évitait toujours, disait qu'il était très occupé, que nous en parlerions le week-end. Mais le week-end arrivait, et il trouvait des engagements, des sorties, des excuses. J'ai commencé à percevoir les regards échangés entre lui et Céline, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. La tension dans l'appartement grandissait comme un nuage d'orage, lourd et menaçant. C'était un jeudi après-midi, presque un mois après mon arrivée, que tout s'est effondré. J'étais dans le salon, lisant Le Monde, quand Étienne est rentré du travail plus tôt que d'habitude. Céline était aussi à la maison, ce qui était rare. Ils ont échangé un regard, ce genre de regard de ceux qui ont déjà discuté de quelque chose 1000 fois et sont finalement arrivés à une décision. Mon fils s'est assis dans le fauteuil en face de moi. Céline est restée debout à côté de lui, les bras croisés comme une garde. Étienne a respiré profondément, puis a commencé. Il a dit que la situation ne fonctionnait pas, que l'appartement était trop petit pour 3 personnes, qu'ils avaient leur propre vie, leur propre responsabilité, que je devais comprendre qu'ils ne pouvaient pas simplement tout arrêter pour s'occuper de moi. Sa voix était ferme, répétée, comme s'il faisait une présentation d'affaires. Céline approuvait à côté de lui, les lèvres serrées en une fine ligne d'approbation. J'ai essayé d'argumenter, calmement. J'ai dit que je n'attendais pas qu'ils arrêtent leur vie, juste qu'ils m'aident à trouver une solution, que peut-être nous pourrions engager quelqu'un pour m'aider à Saint-Rémy ou chercher une bonne maison de retraite dans la région, que je ne voulais pas être un fardeau. J'avais juste besoin de soutien pour prendre ces décisions, pour gérer la bureaucratie française qui devient labyrinthique quand on a plus de 80 ans. C'est alors que Céline a parlé pour la première fois depuis le début de la conversation. Sa voix avait ce ton tranchant de celle qui dit finalement ce qu'elle a toujours pensé. « Philippe, soyons honnêtes. Vous avez vécu votre vie, fait vos choix. Vous ne pouvez pas espérer que maintenant, quand vous êtes vieux et malade, nous laissions tout tomber pour résoudre vos problèmes. Nous avons nos propres projets, notre propre avenir à construire. J'ai regardé mon fils, espérant qu'il interviendrait, qu'il dise quelque chose. Mais Étienne est resté silencieux, les yeux détournés des miens, étudiant un point quelconque sur le mur. Alors j'ai demandé, ma voix encore calme malgré le serrement dans la poitrine, « Et que suggérez-vous que je fasse ?» Il y a eu un silence lourd. Céline a regardé Étienne, comme si elle s'attendait à ce qu'il prenne les commandes. Mais c'est elle qui a continué, la voix maintenant plus froide, plus définitive. « Il existe des institutions qui s'occupent de personnes dans votre situation. Des endroits où vous aurez toute l'assistance nécessaire. Nous pouvons aider à trouver un endroit approprié, évidemment. Mais nous ne pouvons pas, nous n'allons pas transformer notre maison et notre vie en hôpital. Des institutions, des endroits. » Elle parlait de moi comme si j'étais un objet à déposer dans un dépôt pratique. J'ai regardé à nouveau Étienne, cherchant dans ses yeux quelques restes du garçon que j'avais élevé, du jeune homme qui avait l'habitude de m'embrasser quand il rentrait de l'école.
du jeune homme qui avait pleuré dans mes bras quand sa première petite amie avait rompu avec lui. Mais les yeux qui me regardaient en retour étaient ceux d'un étranger, froids et distants. « Étienne, » j'ai dit, ma voix commençant à trembler pour la première fois, « je suis ton père. » Il a détourné le regard à nouveau, la mâchoire serrée. Il a passé la main dans ses cheveux dans un geste d'impatience que je reconnaissais de son enfance, ce mouvement qu'il faisait toujours quand il était mal à l'aise mais déterminé à continuer avec quelque chose. « Je sais qui tu es, » il a répondu, la voix basse mais ferme. « Mais ça ne change pas le fait que nous n'avons pas les conditions pour nous occuper de toi. Pas maintenant, pas comme ça, pas comme ça. » Comme s'il y avait une autre forme, un scénario où il serait disposé à aider son propre père. Mais je savais, à ce moment j'ai senti avec une clarté absolue qu'il n'y avait pas un tel scénario, que mon fils avait pris sa décision, et rien de ce que je dirais ne changerait cela. Ce jour-là, assis à sa table de cuisine, le matin suivant cette conversation brutale, j'ai entendu les mots que je n'oublierai jamais. Étienne prenait son café, habillé pour le travail, vérifiant les emails sur son portable. J'avais passé toute la nuit éveillé, pensant, me demandant comment j'en étais arrivé là. J'ai rassemblé mon courage et j'ai essayé une fois de plus, j'ai demandé si nous pouvions au moins discuter des alternatives, chercher des solutions ensemble. C'est alors qu'il a levé les yeux de son téléphone et a dit, avec une froideur qui a coupé plus profondément que n'importe quel couteau, « Tu n'es plus mon problème. » La phrase est venue sèche, sans colère, sans émotion, juste un fait étant déclaré, comme quelqu'un qui dit qu'il va pleuvoir, ou que le métro est en retard. Ensuite, l'ordre, livré avec la même indifférence, je devais faire mes bagages et partir d'ici la fin de la journée. Ils avaient réservé une chambre dans un hôtel modeste près de la gare de Lyon pour 3 nuits, le temps suffisant pour que je m'organise. Après cela, j'étais livré à moi-même. Il n'y avait pas de place pour des explications, ni pour des souvenirs du passé. La maison où il était né, où j'avais changé ses couches, où j'avais passé des nuits blanches quand il était malade, où j'avais célébré chaque anniversaire, chaque conquête, n'était plus pertinente. Cet appartement très cher à Paris, acheté en partie avec l'argent que je lui avais prêté des années auparavant pour la compte, n'avait plus de place pour le vieil homme qui l'avait élevé. Philippe Furquim n'a pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste écouté, j'ai baissé les yeux vers la tasse de café froid devant moi et j'ai acquiescé. Je me suis levé lentement, j'ai senti chacune de mes 84 années peser sur mes genoux douloureux. Et je suis allé dans la chambre d'amis faire ma valise. L'humiliation, l'abandon et le mépris pesaient plus lourd que la valise dans mes mains tremblantes. Quand je suis sorti de l'appartement 2 heures plus tard, Étienne était déjà parti au travail. Céline m'a donné une enveloppe avec l'adresse de l'hôtel et de l'argent pour le taxi, un sourire de soulagement à peine dissimulé sur les lèvres. Qui aurait vu de l'extérieur aurait pensé que ce vieil homme courbé, traînant une valise usée, avait simplement accepté la fin. Mais ce que personne n'a perçu, c'était le silence. J'ai passé ces 3 nuits dans l'hôtel Bon Marché, un endroit avec des murs fins où on entendait chaque bruit des chambres voisines, avec une odeur persistante de moisis et de produits de nettoyage bon marché. Allongé dans ce lit dur, regardant le plafond taché, j'ai pris une décision. Ce ne serait pas une décision impulsive, elle ne serait pas mue par la colère ou la vengeance. Ce serait une décision froide, calculée, juste. Une décision que mon fils et sa femme avaient forcée sur moi avec leur cruauté désinvolte. Le 4e jour, je suis retourné à Saint-Rémy-de-Provence. J'ai pris le TGV de retour. J'ai vu le paysage français passer par la fenêtre sans vraiment le voir. L'esprit trop occupé par des plans et des possibilités. Monsieur Bartoli, mon voisin, a été surpris de me voir revenir si tôt, portant la même valise avec laquelle j'étais parti. Je l'ai remercié d'avoir pris soin de la maison. J'ai dit que les choses n'avaient pas fonctionné à Paris comme prévu, et je suis entré dans la maison vide et silencieuse qui maintenant semblait plus accueillante que jamais. De retour au petit village, Philippe a maintenu la routine. Je saluais les voisins à la boulangerie le matin, j'achetais ma baguette tradition et mon Figaro.
Je m'asseyais sur le même banc de la place de la République, sous le platane centenaire, observant la vie passée. Je prenais un café au Café de la Fontaine au même horaire, 3 heures de l'après-midi, un express et un verre d'eau. À l'extérieur, calme absolu. Les voisins, habitués à ma nature réservée, n'ont rien remarqué de différent. À l'intérieur, cependant, une décision commençait à prendre forme, lente, ferme et irréversible, parce que cet homme de 84 ans, traité comme un poids jetable par son propre fils, gardait encore quelque chose qu'Étienne avait complètement oublié, quelque chose qui changerait tout, quelque chose qui transformerait ce mépris désinvolte en un regret qui le poursuivrait pour le reste de sa vie. Et quand le bon moment arriverait, le mépris de cet après-midi exigerait un prix que personne dans la famille n'était prêt à payer. Ce que mon fils ne savait pas, ce que Céline, avec ses airs de supériorité parisienne, ne pouvait même pas imaginer, c'était qui était vraiment Philippe Furquim. Pas le vieil homme faible et dépendant qu'ils avaient expédié comme un bagage gênant, mais l'homme que j'avais été pendant 50 ans, avant de prendre ma retraite et de choisir une vie tranquille en Provence. L'homme dont le passé restait soigneusement gardé, non par honte, mais par une décision délibérée de laisser cette vie derrière. Parce que pendant que mon fils me voyait comme un fardeau financier, il n'avait aucune idée qu'il expulsait un homme qui, au sommet de sa carrière, gérait l'équivalent de 45 millions d'euros en actifs immobiliers dans toute la France. Un homme qui avait non seulement survécu, mais prospéré dans le brutal marché immobilier français des décennies 1970, 80 et 90. Un homme qui avait construit, acheté, vendu et profité de manière qu'Étienne, avec son emploi corporatif confortable, ne comprendrait jamais. Mais ce n'était que le début de l'histoire. Une histoire qui était sur le point de se dérouler d'une manière qui ferait regretter à mon fils de n'avoir jamais dit ces mots froids ce matin-là à Paris. Si vous voulez savoir comment ce père a complètement retourné la situation, laissez votre like maintenant et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père, parce que ce qui vient ensuite va vous laisser bouche bée. Dites dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire dans la famille? Pensez-vous qu'un fils a l'obligation de s'occuper de ses parents âgés? De quelle ville de France ou du Brésil regardez-vous? Parce que cette histoire ne fait que commencer, et le retournement que Philippe Furquim a préparé va montrer que la dignité et le respect ne sont pas négociables, et que sous-estimer un vieil homme peut être l'erreur la plus coûteuse que quelqu'un commet dans la vie. Je dois revenir un peu en arrière pour que vous compreniez complètement qui je suis, et pourquoi l'attitude d'Étienne n'était pas seulement cruelle, mais spectaculairement ignorante. Mon histoire ne commence pas comme un vieil homme solitaire dans un village provençal. Elle commence à Lyon en 1958, quand j'avais seulement 20 ans et que le monde se reconstruisait après la guerre. Je suis né dans une famille modeste. Mon père était ouvrier dans une usine textile. Ma mère cousait des vêtements à la maison pour compléter le revenu familial maigre. J'ai grandi en voyant mes parents travailler jusqu'à l'épuisement, juste pour mettre de la nourriture sur la table, pour payer le loyer du petit appartement où nous vivions avec mes 2 frères. J'ai appris tôt que la vie ne donne rien gratuitement, que chaque centime doit être gagné avec la sueur et l'intelligence. À 16 ans, j'ai commencé à travailler comme assistant dans un cabinet d'architecture. Je faisais du café, j'organisais des plans, je transportais des documents d'un côté à l'autre, mais j'observais. J'observais tout. Comment les architectes parlaient avec les clients, comment ils présentaient les projets, comment ils négociaient les prix. J'observais surtout les conversations sur les terrains, sur les valeurs, sur le marché immobilier qui commençait à chauffer en France d'après-guerre. C'est là que j'ai eu ma première grande perception. La propriété était le pouvoir. La terre était la richesse, et dans un pays qui se reconstruisait, celui qui savait identifier les opportunités pouvait complètement changer de vie. Alors j'ai commencé à étudier. J'ai passé des nuits entières à la bibliothèque municipale, lisant sur le marché immobilier, sur la législation, sur l'urbanisme.
Pendant que les garçons de mon âge étaient dans les cafés à boire et à flirter, j'étais en train de calculer les valeurs des mètres carrés et d'étudier les plans directeurs des villes. À 23 ans, en utilisant chaque franc que j'avais économisé en 5 ans de travail, j'ai acheté mon premier bien immobilier. Ce n'était rien de glamour. Un appartement minuscule et dégradé dans un quartier ouvrier de Lyon, dans un immeuble qui semblait toujours à un pas de l'effondrement. Mais j'avais fait mes recherches. Je savais que cette zone serait revitalisée, qu'une nouvelle ligne de bus était prévue, qu'une école serait construite à proximité. J'ai acheté pour 12 000 anciens francs, j'ai rénové moi-même les week-ends, et j'ai vendu 2 ans plus tard pour 28 000. Un profit de 16 000 francs, une fortune pour moi à cette époque. Et c'est ainsi que ça a commencé. J'ai utilisé le profit pour acheter 2 appartements. J'ai rénové, vendu, réinvesti. J'ai acheté un petit immeuble entier, les convertis en appartements, les vendus séparément. Chaque opération était méticuleusement planifiée. Je ne pariais pas, je ne prenais pas de risques. Je calculais, je recherchais, j'attendais le bon moment, pendant que d'autres spéculateurs faisaient faillite dans des marchés volatiles. Je grandissais constamment, année après année. C'est lors d'une de ces négociations, en 1962, que j'ai rencontré Marguerite. Elle était la fille d'un notaire à Lyon. Elle travaillait dans le bureau de son père, en enregistrant les propriétés. Belle, intelligente, avec ses yeux marrons qui semblaient ne voir à travers n'importe quelle façade. Nous sommes tombés amoureux pendant une transaction particulièrement compliquée, impliquant 3 propriétés et 4 parties différentes. Elle admirait ma détermination, mon éthique de travail, ma vision. J'admirais son intelligence, son élégance naturelle, sa capacité à me garder les pieds sur terre quand l'ambition menaçait de m'emmener trop loin. Nous nous sommes mariés en 1963. Marguerite ne m'a pas seulement soutenu, elle est devenue ma partenaire d'affaires. Elle comprenait la partie légale mieux que personne, connaissait chaque détail de la bureaucratie française, savait exactement comment structurer chaque transaction pour maximiser les avantages et minimiser les risques. Ensemble, nous étions imbattables. Pendant les années 1960 et 70, nous avons étendu au-delà de Lyon. Nous avons acheté des propriétés à Marseille, à Nice, dans de petites villes de Provence qui commençaient à attirer des touristes. Nous avons investi à Bordeaux quand les prix étaient encore raisonnables. Nous avons acheté des immeubles commerciaux à Paris quand les entreprises quittaient le centre pour les banlieues, toujours en avance sur les tendances, toujours en calculant 2, 3 pas en avant. En 1968, Étienne est né, notre joie, notre fierté. Je me souviens de le tenir pour la première fois à l'hôpital de Lyon, ce petit être sans défense, et de me promettre à moi-même qu'il aurait tout ce que je n'avais jamais eu. Une éducation de qualité, des opportunités, une sécurité financière, qu'il n'aurait jamais besoin de travailler avec les mains saignant de froid comme mon père, qu'il ne verrait jamais sa mère coudre jusqu'à tard dans la nuit, sous une faible lumière, comme la mienne l'avait vu. Et j'ai tenu cette promesse. Étienne a étudié dans les meilleures écoles privées de Lyon. Il a eu des cours de piano, de tennis, des voyages d'été. Quand il a voulu étudier à Paris, à la prestigieuse Sciences Po, j'ai payé sans hésiter les 15 000 € annuels de frais de scolarité, plus l'appartement, plus l'argent de poche. Quand il a obtenu son diplôme et a voulu faire un MBA à Londres, j'ai financé les 45 000 € du programme entier. Quand il s'est marié avec Céline et avait besoin d'argent pour l'acompte de l'appartement au Trocadéro, j'ai transféré 150 000 € sans poser de questions. Mais pendant que je lui donnais tout matériellement, j'ai réalisé trop tard que j'avais échoué à transmettre les valeurs qui importaient vraiment. Étienne a grandi habitué au confort, mais sans comprendre le sacrifice qui avait construit ce confort. Il voyait les résultats de mon travail, les propriétés, l'argent, mais n'a jamais vraiment compris le travail en soi. Les nuits sans dormir à s'inquiéter des financements, les risques calculés qui auraient pu nous ruiner s'ils avaient mal tourné. Les décennies de discipline de fer, de chaque euro étant comptabilisé et investi intelligemment. Je me suis retiré officiellement en 2008, à 70 ans.
Pas parce que je devais, mais parce que Marguerite était malade et je voulais passer chaque moment possible avec elle. J'ai vendu la plupart des propriétés commerciales, j'ai consolidé les investissements, simplifié, j'ai gardé quelques biens immobiliers résidentiels stratégiques qui généraient un revenu passif confortable. J'ai transféré la gestion à des entreprises spécialisées et je me suis installé avec Marguerite à Saint-Rémy-de-Provence, un village que nous avons toujours aimé, où nous pourrions vivre nos dernières années en paix. Ce qu'Étienne n'a jamais su, parce qu'il ne s'est jamais intéressé à demander, c'était ce que j'avais exactement fait pendant toutes ces années. Pour lui, j'étais juste papa, quelqu'un qui avait assez d'argent pour payer pour son éducation chère et son style de vie confortable. Il n'a jamais posé de questions sur mon travail, n'a jamais montré de curiosité sur comment cette richesse avait été construite. Quand j'ai essayé, quelquefois, de partager des histoires du passé, il écoutait avec une politesse distraite, avant de changer de sujet pour parler de ses propres ambitions et conquêtes. Et ainsi, au fil des ans, Étienne a développé une image complètement déformée de qui j'étais. Dans son esprit, j'étais juste un vieux retraité vivant d'une pension modeste dans un village de l'intérieur. Il voyait la maison simple à Saint-Rémy, voyait mon style de vie discret, voyait mes vêtements simples et mes habitudes modestes, et supposait que j'étais, financièrement parlant, insignifiant. Un poids potentiel quand l'âge arriverait. Ce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'a jamais demandé et parce que je n'ai délibérément jamais dit, c'est que ce vieux retraité possédait encore un portefeuille immobilier évalué à environ 8,5 millions d'euros. Des propriétés soigneusement sélectionnées à Lyon, Bordeaux, Nice et Paris qui généraient un revenu passif d'environ 35 000 euros mensuels. Des investissements dans des fonds immobiliers et des actions blue chip qui valaient 3,2 millions d'euros de plus. Des comptes dans 3 banques différentes avec une liquidité totale de 1,8 million d'euros. Mon fils pensait qu'il jetait dehors un vieil homme pauvre et dépendant. En réalité, il expulsait un homme avec un patrimoine net supérieur à 13 millions d'euros, un homme qui pourrait acheter son précieux appartement au Trocadéro 3 fois et avoir encore de la monnaie. Mais j'avais choisi de vivre simplement, pas par nécessité, mais par choix. Après la mort de Marguerite, l'argent a perdu beaucoup de son sens. Elle était ma partenaire, ma motivation pour construire cet empire. Sans elle, ce qui importait était de vivre avec dignité et paix, pas d'exhiber la richesse. J'ai maintenu le style de vie modeste parce qu'il était authentique, parce que c'était ce qui me faisait sentir connecté à mes racines, aux souvenirs de mes parents travailleurs. Et aussi, je dois l'admettre, parce que je voulais voir qui mon fils était vraiment. Quand Marguerite était vivante, elle défendait toujours Étienne, disait toujours qu'il était un bon garçon au fond, juste gâté et immature. Mais après qu'elle soit partie, j'ai commencé à observer plus attentivement les visites rares et précipitées, les coups de téléphone qui semblaient toujours avoir un agenda caché, l'intérêt soudain, chaque fois que je mentionnais quoi que ce soit lié aux finances ou à l'héritage. Alors quand je suis tombé malade et que j'ai eu besoin d'aide, une partie de moi voulait croire que Marguerite avait raison, que mon fils m'accueillerait non pas pour l'argent, mais pour l'amour filial, que la bonté naturelle prévaudrait sur le matérialisme que je craignais avoir cultivé en lui sans le vouloir. Ce voyage à Paris était, rétrospectivement, un test qu'Étienne a échoué spectaculairement. Parce que quand il a dit « Tu n'es plus mon problème », quand il m'a mis dehors comme un déchet gênant, il n'a pas seulement brisé mon cœur, il a scellé son propre destin financier d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Pendant ces 3 nuits dans l'hôtel Bon Marché près de la gare de Lyon, je n'ai presque pas dormi. Pas à cause du matelas inconfortable ou des bruits de la rue, mais parce que mon esprit travaillait, planifiait, décidait. Des années d'expérience dans les affaires m'ont appris que l'émotion et les affaires ne se mélangent pas, que les décisions importantes doivent être prises avec la tête froide et une planification méticuleuse. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La première nuit, j'ai lamenté. J'ai laissé la douleur venir, la tristesse de réaliser que mon fils,
Mon seul enfant, le garçon que j'ai tenu dans mes bras et promis de protéger, était devenu un homme capable d'une telle cruauté désinvolte. J'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles de Marguerite, des larmes silencieuses d'un vieil homme seul, dans une chambre d'hôtel minable. La deuxième nuit, j'ai analysé. J'ai revu mentalement chaque interaction avec Étienne ces dernières années, chaque conversation, chaque visite. J'ai reconnu les modèles que j'avais choisi d'ignorer, les questions sur ma situation financière, l'intérêt soudain chaque fois que je mentionnais une propriété ou un investissement, la façon dont Céline entrait dans les conversations quand l'argent était mentionné. Ils n'étaient pas inquiets pour moi, ils étaient inquiets pour l'héritage. Et maintenant, concluant que cet héritage serait insignifiant, ils m'ont jeté. La troisième nuit, j'ai planifié, et ce que j'ai planifié n'était pas une vengeance impulsive ou une colère aveugle, c'était la justice, une justice froide, calculée et absolument légale. Une leçon que mon fils n'oublierait jamais. Le lendemain matin, avant de prendre le train de retour vers la Provence, j'ai fait 3 appels téléphoniques. Le premier était pour Maître Dubois, mon avocat à Lyon, un homme de 68 ans qui gérait mes affaires juridiques depuis 30 ans. J'ai fixé une réunion pour la semaine suivante. Le deuxième était pour mon comptable, Monsieur Lefebvre, lui demandant de préparer une documentation complète de tout mon patrimoine. Le troisième était pour mon gestionnaire au Crédit Lyonnais, demandant la mise à jour de tous les relevés et investissements. Quand je suis retourné à Saint-Rémy-de-Provence, je ne suis pas revenu comme un vieil homme vaincu. Je suis revenu comme un homme avec un plan. Pendant les semaines suivantes, j'ai maintenu ma routine absolument normale. Je saluais les voisins, j'achetais du pain, je prenais un café au même horaire. Monsieur Bartoli a commenté que je semblais plus calme, plus en paix qu'avant le voyage à Paris. J'ai souri et dit que parfois, les choses doivent arriver pour nous montrer ce qui importe vraiment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous les après-midi, après le café, je rentrais à la maison et je travaillais. Je révisais des documents, je faisais des appels discrets, j'organisais des papiers. Parce que ce que j'étais sur le point de faire exigeait une précision absolue. Il ne pourrait y avoir d'erreur, il ne pourrait y avoir de faille légale, il ne pourrait y avoir de moyen pour Étienne de contester ou d'inverser. La réunion avec Maître Dubois a été éclairante. Nous nous sommes assis dans son bureau avec vue sur le Rhône, entouré d'étagères pleines de codes juridiques français, et j'ai discuté de ma situation. Il m'a écouté attentivement, prenant des notes occasionnelles, son visage expérimenté ne révélant aucun jugement, juste une attention professionnelle. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise et est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a parlé, choisissant les mots soigneusement. « Philippe, ce que vous décrivez correspond parfaitement au concept juridique d'ingratitude manifeste dans le droit civil français. Article 955 du Code civil. Un fils qui démontre une ingratitude grave et injustifiée peut légalement être déshérité. Mais il a fait une pause. Nous devons documenter tout méticuleusement. Chaque instance d'abandon, chaque mot cruel, chaque refus d'assistance. Les tribunaux français prennent cela très au sérieux, mais exigent aussi des preuves substantielles. J'ai souri pour la première fois en semaine. Des preuves. J'avais des preuves. J'ai expliqué à Maître Dubois les messages, textes qu'Étienne m'avait envoyés au fil des ans. Les conversations par email, où il refusait les visites, ou reportait les engagements. J'avais même, et c'était une décision de dernière minute avant de quitter Paris, enregistré secrètement cette conversation finale dans son appartement en utilisant mon vieux portable. En France, enregistrer des conversations sans consentement est légalement complexe, mais quand il s'agit de protection des droits des personnes âgées, les tribunaux ont tendance à être plus flexibles. Maître Dubois a souri aussi, ce sourire fin d'un avocat qui voit un cas solide se former. Alors nous allons construire un cas qu'aucun tribunal français ne pourra ignorer. Et nous allons garantir que votre patrimoine aille où vous désirez vraiment, pas à celui qui s'attend simplement à hériter par biologie. Pendant les mois suivants, nous avons travaillé méticuleusement. Nous avons rassemblé toute la documentation.
Nous avons préparé un Nouveau Testament qui excluait Étienne complètement de l'héritage, citant l'ingratitude manifeste avec les preuves annexées. Nous avons désigné des bénéficiaires alternatifs, des institutions caritatives, des personnes qui avaient démontré un véritable soin. Mais je ne voulais pas simplement le déshériter silencieusement. Ce serait trop facile, trop rapide. Étienne vivrait sa vie sans même savoir ce qu'il avait perdu jusqu'à ma mort, potentiellement des décennies dans le futur. Non, je voulais qu'il sache. Je voulais qu'il vive avec la connaissance de ce que sa cruauté lui avait coûté. Alors, j'ai planifié quelque chose de plus élaboré. J'ai commencé à planter des graines. Dans des conversations désinvoltes avec des connaissances mutuelles, je mentionnais en passant ma situation financière difficile. Je me plaignais subtilement du coût de la vie, de comment la retraite n'était pas suffisante. Je laissais transparaître des inquiétudes sur l'avenir. Ces conversations, je le savais, arriveraient éventuellement aux oreilles d'Étienne, à travers le réseau de ragots qui existe dans toute communauté française. Simultanément, j'ai commencé à faire de petites transactions visibles qui sembleraient confirmer des difficultés financières. J'ai changé de banque pour un compte de base sans frais au Crédit Agricole local. J'ai commencé à faire des courses dans des supermarchés discount au lieu des boutiques plus chères. J'ai annulé mon abonnement au Figaro et commencé à acheter des journaux d'occasion. De petits gestes qui, pour quelqu'un qui observait, peindraient le tableau d'un homme avec des ressources en diminution. Tout cela pendant que mes 13 millions d'euros continuaient à croître silencieusement dans des comptes et investissements qu'Étienne ne savait pas qu'ils existaient. J'ai aussi commencé à documenter chaque non-contact, chaque anniversaire qui passait sans un appel, chaque jour férié important où je ne recevais même pas un message, chaque fois que j'appelais et que l'appel allait directement à la messagerie vocale, où était répondu avec des réponses monosyllabiques pressées. Maître Dubois m'a instruit de tenir un journal détaillé, et je l'ai fait religieusement. 3 mois après mon expulsion de Paris, Étienne a finalement appelé. Pas pour s'excuser, pas pour vérifier comment j'allais, mais parce que, selon lui, il organisait des papiers et devait confirmer quelques détails sur des propriétés qu'il pensait que j'avais. Des propriétés qui, dans son imagination, seraient à lui un jour. La conversation a été révélatrice. Il a posé des questions spécifiquement sur la maison à Saint-Rémy, sur sa valeur estimée, sur s'il y avait une hypothèque. Il a posé des questions sur d'autres biens immobiliers que je pourrais avoir. Sa voix avait ce ton désinvolte, forcé, de quelqu'un qui pêche des informations, en essayant de paraître désintéressé. J'ai répondu aux questions avec des demi-vérités soigneusement construites. J'ai dit que la maison valait peut-être 180 000 euros, une valeur substantiellement en dessous de l'évaluation réelle de 420 000 euros. J'ai mentionné que j'avais eu quelques autres propriétés, mais les avais vendues au fil des ans pour compléter la retraite. J'ai soupiré de manière convaincante et commenté comment la vie devenait chère pour un retraité seul. Je pouvais pratiquement entendre le soulagement dans sa voix. La confirmation que le vieux père n'était pas un obstacle financier significatif, n'avait pas de richesse cachée, était juste exactement ce qu'il semblait. Un retraité ordinaire luttant pour survivre. L'appel s'est terminé rapidement après cela, Étienne alléguant des engagements urgents. Et j'ai souri, parce que chaque mot de cette conversation était enregistré, plus de preuves pour le dossier qui grandissait. C'est à cette époque que j'ai commencé à fréquenter plus régulièrement le centre communautaire local pour personnes âgées. Pas parce que j'avais besoin d'assistance, mais parce que je voulais observer. Je voulais voir d'autres vieux, comment ils étaient traités par leur famille, comment certains étaient visités régulièrement par des enfants dévoués, tandis que d'autres dépérissaient dans l'oubli. Et aussi parce que, j'admets, la solitude commençait à peser. C'est là que j'ai rencontré Madame Colette Beaumont, une veuve de 76 ans, avec des yeux bleus brillants et un sens de l'humour aiguisé qui me faisait rire pour la première fois en moi. Elle aussi avait été abandonnée par la famille, une fille qui s'était installée au Canada et appelait rarement. Nous avons trouvé du réconfort l'un dans l'autre, pas de la romance exactement,
mais une compagnie authentique. Quelqu'un avec qui partager un café et des conversations, quelqu'un qui comprenait la solitude particulière d'être oublié par ses propres enfants. Colette est devenue ma confidente. Je lui ai tout raconté, sur Étienne, sur mon passé, sur le plan. Elle m'a écouté sans jugement, a juste acquiescé avec compréhension et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Philippe, vous devez faire ce qui est juste pour vous. Nous n'avons pas vécu si longtemps pour gaspiller nos dernières années à nous inquiéter pour des gens qui ne se soucient pas de nous. Et si votre fils a besoin d'apprendre une leçon dure, mieux vaut qu'il l'apprenne pendant que vous êtes encore ici pour voir. Elle avait raison. Et son amitié m'a donné la force de continuer avec le plan. 6 mois après mon expulsion, mon 85e anniversaire est arrivé. Une étape importante. Je me suis réveillé ce jour-là en espérant malgré tout un contact d'Étienne. Peut-être un message, peut-être même un appel. Serait-ce trop demandé? Apparemment oui, la journée est passée. Aucun message, aucun appel, aucun signe. Colette a organisé un petit dîner pour moi avec quelques amis du centre communautaire, et c'était adorable, chaleureux, authentique. Mais le soir, seul dans la maison, regardant le téléphone silencieux, j'ai senti le dernier morceau du plan se mettre en place, parce qu'à ce moment, j'ai finalement accepté une vérité que je m'étais refusée. Mon fils ne changerait pas. Il n'y avait pas de rédemption qui attendait, pas de moment de clarté où il réaliserait son erreur. Étienne était exactement qui il démontrait être. Un homme qui valorisait le confort et la commodité au-dessus de la famille, qui voyait les relations à travers des lentilles transactionnelles, qui ne possédait simplement pas la capacité d'empathie ou de gratitude que j'avais espéré avoir cultivée en lui. Et une fois que j'ai accepté cela, la culpabilité que je ressentais encore à propos de le déshériter s'est évaporée. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une conséquence naturelle. C'était enseigner une leçon qui peut-être, juste peut-être, ferait de lui une meilleure personne à l'avenir. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois et j'ai dit que j'étais prêt à tout finaliser. Nous avons fixé une réunion pour la semaine suivante où je signerais les documents finaux. Le testament était une œuvre d'art juridique. Il excluait Étienne spécifiquement, citant l'article 955 du Code civil, et documentant 16 instances séparées d'ingratitude manifeste, chacune avec des preuves annexées. Le patrimoine serait divisé de la manière suivante. 40% pour des institutions caritatives qui soutiennent les personnes âgées abandonnées, 30% pour Colette Beaumont, qui m'avait montré plus de compassion en 6 mois que mon fils en années, 20% pour créer un fonds éducatif pour les enfants de famille à faible revenu à Lyon, honorant mes racines, et 10% divisé entre employés et connaissances qui avaient démontré une bonté authentique au fil des ans. Mais le document incluait une clause spéciale. Une lettre scellée qui serait livrée à Étienne au moment de la lecture du testament, expliquant exactement pourquoi il avait été exclu, détaillant chaque instance de cruauté, et révélant, pour la première fois, la véritable étendue du patrimoine qu'il avait perdu en traitant son père comme un déchet. J'ai signé les documents un après-midi ensoleillé de septembre, Maître Dubois et 2 notaires servant de témoins. Quand je suis sorti du bureau, j'ai senti un poids gigantesque être enlevé de mes épaules. La justice avait été faite, légalement et irrévocablement. Mais je n'avais pas encore terminé, parce que je voulais qu'Étienne sache, mais pas encore. Je voulais attendre, observer, voir si peut-être miraculeusement il changerait. Et aussi, j'admets, parce qu'une partie sadique de moi voulait qu'il continue à croire aux mensonges, continue à faire ses plans avides, basés sur de fausses informations, juste pour avoir tout s'effondrer spectaculairement quand la vérité émergerait finalement. Les mois suivants ont été tranquilles, j'ai vécu ma vie simple à Saint-Rémy. J'ai passé du temps avec Colette, j'ai lu des livres, j'ai marché dans le village jusqu'où mes jambes permettaient. La santé s'est stabilisée, le médecin a dit que je pourrais avoir 10 ans de plus facilement si je continuais à prendre soin de moi correctement. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix authentique.
Étienne appelait occasionnellement, des conversations courtes et superficielles où il demandait de mes nouvelles avec un intérêt clinique plutôt que filial. Je disais toujours que j'allais bien, luttant, mais survivant. Chaque conversation renforçait sa croyance qu'il avait affaire à un vieil homme ordinaire sans ressources significatives. C'était lors d'un de ces appels téléphoniques, presque un an après mon expulsion, qu'Étienne a laissé échapper quelque chose de révélateur. Il a mentionné de manière désinvolte qu'il envisageait d'agrandir l'appartement à Paris, peut-être d'acheter l'appartement voisin quand il deviendrait disponible. Il a commenté que ce serait une bonne consolidation de patrimoine pour l'avenir. Le sous-texte était évident. Il planifiait son avenir financier basé sur un héritage qui n'existait déjà plus. J'ai souri amèrement après cet appel. Bientôt, très bientôt, toute cette présomption s'effondrerait. Ce qu'Étienne ne savait pas non plus, c'est que j'avais commencé à prendre des mesures supplémentaires pour garantir mon héritage. En plus du testament, j'ai commencé à faire des donations de mon vivant aux institutions caritatives que je prévoyais de bénéficier. Pas des montants énormes qui attireraient l'attention, mais des donations régulières et significatives. J'ai aussi établi des relations personnelles avec ces organisations en les visitant, en connaissant les gens, en voyant le travail qu'ils faisaient. Une de ces organisations était l'Espoir des aînés, une institution à Lyon qui s'occupait de personnes âgées abandonnées sans ressources. J'ai visité les installations lors d'un voyage à Lyon pour rencontrer Maître Dubois. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur et a renforcé ma décision. Des dizaines de vieux, certains encore plus âgés que moi, vivant dans des chambres simples mais dignes, recevant des soins d'une équipe dévouée mais surchargée. Tant d'entre eux avaient été jetés par des familles, tout comme j'avais failli l'être. J'ai parlé avec le directeur, M. Arnaud, un homme de 50 ans, avec des cheveux gris prématurés et des yeux fatigués mais bons. Je lui ai raconté mon histoire, sans révéler les valeurs impliquées, juste l'essence. Il a acquiescé avec une compréhension triste. C'est plus commun que les gens ne l'imaginent, Monsieur Furkim. Nous vivons à une époque où les vieux sont vus comme des fardeaux au lieu de trésors de sagesse et d'expérience. Les familles se débarrassent des parents de la même manière qu'ils se débarrassent de vieux meubles. C'est alors que j'ai pris une décision supplémentaire. Quand je mourrai, en plus de la donation substantielle du testament, je laisserai des instructions pour qu'une partie de l'argent soit utilisée pour construire une nouvelle aile dans l'institution. Une aile confortable, digne, où les personnes âgées abandonnées pourraient vivre leurs dernières années avec respect et soin. Et cette aile porterait le nom de Marguerite Furcam, honorant la femme qui a toujours valorisé la famille et le soin au-dessus de tout. Quand j'ai raconté cela à Colette plus tard cette semaine-là, elle a pleuré. Des larmes de tristesse pour la cruauté du monde, mais aussi de joie, parce que quelque chose de bon émergerait de ma douleur. Votre fils peut avoir perdu un père, Philippe, mais des dizaines de vieux gagneront en dignité grâce à vous. C'est un héritage qui en vaut la peine. Elle avait raison, et pour la première fois depuis la mort de Marguerite, j'ai senti que ma vie avait encore un but, avait encore un sens, au-delà de la simple survie. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Parce que pendant que je construisais cet héritage positif, Étienne était sur le point de commettre une erreur qui accélérerait dramatiquement le calendrier de révélation que j'avais planifié. C'était en janvier, presque 15 mois après mon expulsion de Paris. J'ai reçu une lettre recommandée, pas de mon fils directement, mais d'un cabinet d'avocats à Paris. Mon cœur s'est accéléré en l'ouvrant. À l'intérieur, j'ai trouvé des documents juridiques demandant que je signe une procuration donnant à Étienne un contrôle total sur mes affaires financières et médicales. La lettre annexée, signée par un avocat que je n'avais jamais rencontré, expliquait en langage froid et professionnel que, vu votre âge avancé et vos conditions de santé, il serait prudent et responsable de transférer le contrôle légal à un membre de la famille plus jeune qui pourrait garantir vos meilleurs intérêts.
Il y avait aussi mention de faciliter d'éventuelles décisions médicales difficiles et consolider les questions patrimoniales pour l'efficacité future. J'ai lu les documents 3 fois, la colère grandissant à chaque lecture. Ce n'était pas une inquiétude filiale. C'était une tentative de prendre le contrôle légal des actifs qu'Étienne croyait que j'avais, aussi modeste soit-il. C'était aussi, potentiellement, le premier pas vers une éventuelle interdiction judiciaire, me déclarant incapable de gérer mes propres affaires. J'ai respiré profondément. J'ai forcé la colère à se dissiper, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus utile, une détermination calculée, parce qu'Étienne venait de me donner le prétexte parfait pour la révélation finale. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. J'ai expliqué la situation. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne, puis un soupir lourd. « Philippe, c'est grave. Cela démontre non seulement un désintérêt ou une négligence, mais une action prédatrice active. Cela renforce immensément le cas d'ingratitude manifeste. Et aussi, il a fait une pause. Cela signifie que peut-être nous ne devrions plus attendre pour agir. » J'ai été d'accord. Nous avons discuté des options. Nous avons décidé d'un plan qui serait simultanément dévastateur pour Étienne et absolument légal et irréfutable. La stratégie serait la suivante. Je répondrais à la lettre de l'avocat d'Étienne avec un refus poli, mais je laisserai clair que je considérais sérieusement la question et que j'avais besoin de plus de temps pour penser et consulter mes propres conseillers juridiques. Cela donnerait à Étienne un faux espoir, lui faisant croire qu'il progressait dans sa tentative de contrôle. Pendant ce temps, Maître Dubois initierait le processus de me déclarer complètement compétent, mentalement et physiquement, à travers des évaluations médicales et psychologiques complètes. Cela créerait une documentation irréfutable que j'étais en plein contrôle de mes facultés, rendant impossible toute tentative future d'interdiction. Simultanément, nous transférerions tous mes actifs vers une structure légale plus protégée, une SCI, Société Civile Immobilière, avec Colette et 3 autres trusties de confiance, garantissant que même si Étienne obtenait d'une manière ou d'une autre une procuration, il n'y aurait rien à contrôler dans ma personne physique, seulement des droits dans la société qu'il ne pourrait pas toucher. Et finalement, nous préparerions une révélation spectaculaire. Ne pas attendre ma mort pour qu'Étienne découvre, mais le confronter de mon vivant, avec des témoins, avec de la documentation, avec la vérité complète. Le forcer à faire face exactement à ce que sa cupidité et sa cruauté lui avaient coûté. Maître Dubois a adoré le plan. C'était audacieux, c'était dramatique, mais c'était absolument légal et défendable. Vous aurez votre justice, Philippe, et votre fils aura une leçon qu'il n'oubliera jamais. Pendant les semaines suivantes, nous avons exécuté chaque étape méticuleusement. J'ai passé par des évaluations médicales complètes à l'hôpital régional. Neurologues, psychiatres, médecins généralistes, tous ont conclu la même chose. Philippe Furquin, à 85 ans, était en pleine possession de ses facultés mentales, orienté dans le temps et l'espace, capable de prendre des décisions rationnelles et indépendantes. Les rapports ont été annexés au dossier juridique. Simultanément, nous avons restructuré tous les actifs. Les biens immobiliers, les investissements, les comptes bancaires, tout a été transféré à la SCI Marguerite, nommée en hommage à ma défunte femme. Les trustés étaient Colette, Maître Dubois, Monsieur Arnaud de l'Espoir des Aînés et ma vieille amie et ancienne associée d'affaires Madame Thérèse Laurent, une femme de 81 ans qui avait travaillé avec moi pendant des décennies et était restée loyale à travers les années. Chaque transfert a été documenté, enregistré, notarié. Rien qu'Étienne pourrait contester comme ayant été fait sous coercition ou capacité mentale diminuée. Pendant ce temps, j'ai répondu à la lettre de son avocat exactement comme prévu. J'ai dit que je considérais sérieusement la proposition et que j'avais besoin de consulter mes médecins et conseillers avant de prendre une décision aussi importante. J'ai suggéré que peut-être nous pourrions discuter en personne dans quelques semaines. La réponse est venue rapidement. Étienne a appelé personnellement pour la première fois en mois.
la voix injectée avec une fausse inquiétude paternelle, qui aurait été comique si elle n'était pas si répugnante. Il a dit qu'il était soulagé que je sois sensé à propos de la situation, qu'il voulait juste garantir que j'étais protégé et que tout soit traité correctement. J'ai joué le rôle parfaitement, voix tremblante de vieil homme confus. J'ai remercié pour l'inquiétude. J'ai dit que j'avais vraiment besoin d'aide pour comprendre tout cela. J'ai fixé une réunion pour dans 3 semaines chez un notaire à Avignon, à mi-chemin entre Saint-Rémy et Paris. Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Il croyait qu'il gagnait. Il croyait qu'il obtiendrait finalement le contrôle sur les quelques actifs qu'il imaginait que j'avais. Pauvre de lui. Il n'avait aucune idée de ce qui était sur le point de se passer. Les 3 semaines ont passé en préparation méticuleuse. Maître Dubois a préparé une présentation complète, documentant chaque pièce de preuve d'ingratitude manifeste. Nous avions des enregistrements, des emails, des messages textes, des témoignages de voisins sur l'abandon, des rapports médicaux montrant que j'avais dû prendre soin de moi seul, malgré les difficultés physiques. Nous avions la chronologie complète, depuis mon expulsion de Paris jusqu'à la récente tentative de prendre le contrôle légal. Nous avons aussi préparé une 2e présentation, celle-ci détaillant mon patrimoine complet. Chaque propriété, chaque investissement, chaque compte, valeur actualisée, documentation complète, la vérité choquante qu'Étienne était sur le point de découvrir. Nous avons invité des témoins pour la réunion. Pas seulement le notaire, mais aussi un officier du tribunal, garantissant que tout soit parfaitement officiel et enregistré. Maître Dubois serait présent, bien sûr, Colette aussi, pour le soutien moral. Et, dans une touche que j'ai particulièrement appréciée, M. Arnaud de l'Espoir des Aînés pour représenter les véritables bénéficiaires de mon patrimoine. Le jour fixé, je suis arrivé au bureau du notaire à Avignon 1 heure avant l'heure prévue. Le bureau se trouvait dans un bâtiment historique au centre de la ville, tout en pierre provençale jaune, avec cette odeur caractéristique de documents anciens et de cire de meubles que tous les cartoirs français semblent avoir. Maître Dubois était déjà là, organisant des documents. Colette est arrivée peu après, a tenu ma main et a chuchoté « Courage, Philippe, la justice sera faite aujourd'hui ». À 4 heures de l'après-midi exactement, Étienne est arrivé, seul, ce qui était intéressant. Céline n'est pas venue. Il est entré dans le bureau avec cette confiance arrogante de quelqu'un qui croit être en contrôle de la situation. Il portait un costume cher, portait une sacoche en cuir italien. Il avait cet air d'exécutif parisien qui réussit en faisant une faveur à un vieil homme confus. Quand il m'a vu, il a forcé un sourire. Il s'est approché, a essayé de m'embrasser. J'ai reculé subtilement. J'ai serré sa main formellement. J'ai remarqué l'éclair d'irritation dans ses yeux avant qu'il ne recompose le masque d'inquiétude filiale. « Papa, merci d'avoir accepté cette réunion. Je sais que ces choses peuvent être confuses, mais je suis là pour aider. » Confuse. Comme si j'étais sénile, incapable de comprendre mes propres affaires. J'ai respiré profondément. Je me suis forcé à garder mon calme. Ce n'était pas encore le moment. Assieds-toi, Étienne. Il y a quelque chose que nous devons discuter avant de signer quoi que ce soit. Il s'est assis, la confiance inébranlable. Le notaire, Maître Fontaine, un homme sévère de 60 ans avec des lunettes à monture dorée, s'est assis à la table principale. Maître Dubois s'est assis à mes côtés, Colette de l'autre. L'officier du tribunal sur le côté, silencieux mais présent. Étienne a regardé autour, semblant finalement enregistrer qu'il y avait plus de personnes que prévu. « Papa, est-ce vraiment nécessaire ? Je pensais que ce serait juste une conversation simple entre nous. » C'est Maître Dubois qui a répondu, la voix professionnelle et ferme. « Monsieur Furcam-Étienne, votre père a demandé que cette réunion soit officielle et complètement documentée. D'où les présents sont ici à sa demande et avec des objectifs spécifiques qui deviendront clairs. » J'ai vu Étienne avaler difficilement, la première fissure apparaissant dans sa façade de confiance. Mais il s'est recomposé rapidement, a acquiescé comme si ce n'était pas grand-chose. « Bien sûr, si c'est ce que tu veux, papa. »
Maître Fontaine a ouvert la session formellement, déclarant la date, l'heure, les présents, l'objectif de la réunion. Puis il a fait signe que je commence. J'ai regardé mon fils. Ce visage qui avait autrefois été celui d'un garçon innocent, maintenant durci par la cupidité et l'indifférence. Et j'ai commencé à parler. Étienne, tu m'as appelé ici aujourd'hui en croyant que je signerais des documents te donnant le contrôle sur mes affaires. Tu as envoyé des lettres par des avocats, utilisé un langage juridique intimidant, tout basé sur la supposition que je suis un vieil homme confus qui a besoin d'être géré. J'ai fait une pause. Mais avant de discuter de cela, il y a quelque chose que tu dois savoir. Des choses que tu aurais dû demander il y a des années, mais dont tu ne t'es jamais assez soucié pour demander. J'ai fait un geste vers Maître Dubois, qui a ouvert le premier dossier. Il a retiré un ensemble de documents et les a étalés sur la table. Ceux-ci sont des évaluations médicales et psychologiques complétées ces dernières 3 semaines. Neurologue, psychiatre, médecin généraliste. Tous attestent que je suis en parfaite santé mentale, pleinement capable de prendre mes propres décisions. Tu peux lire chaque rapport, si tu veux. Étienne a pris les documents, les yeux parcourant rapidement. J'ai vu la confusion grandir sur son visage. « Papa, c'est génial, mais je ne comprends pas pourquoi. » « Tu comprendras, Maître Dubois, s'il vous plaît. Présentez le deuxième ensemble. Plus de documents sur la table. Cette fois, un dossier épais. » Étienne l'a regardé sans comprendre. « Celui-ci, j'ai commencé, est un enregistrement complet de notre relation ces 15 dernières années. Chaque visite, ou son absence. Chaque coup de téléphone, ou son absence. Chaque anniversaire, chaque jour férié, chaque moment où j'ai eu besoin d'aide, et tu n'étais pas là. J'ai ouvert le dossier, j'ai retiré page par page. Voici la documentation de la fois où tu m'as expulsé de ton appartement il y a 15 mois. Y compris, j'ai tourné une page, un enregistrement de la conversation où tu as dit, et je cite, « Tu n'es plus mon problème ». J'ai vu la couleur se vider du visage d'Étienne. Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Voici, j'ai continué impitoyablement, la documentation des 7 dernières années. Depuis la mort de ta mère, tu m'as visité exactement 4 fois. 4 fois en 7 ans. Tu as appelé 17 fois, la plupart des appels de moins de 5 minutes. En contraste, j'ai tourné vers une autre section. Voici la documentation de toutes les fois où tu as appelé en posant des questions sur les questions financières, sur les propriétés, sur l'héritage potentiel. 23 appels sur l'argent, 17 sur ma vie réelle. Proportion intéressante, tu ne trouves pas? Papa, j'étais occupé, tu sais comment c'est Paris. Le travail, occupé, bien sûr. Trop occupé pour visiter ton père âgé et malade. Mais pas trop occupé pour essayer de prendre le contrôle légal sur ses affaires quand tu as pensé qu'il pourrait y avoir quelque chose à gagner. Je me suis tourné vers Maître Dubois. S'il vous plaît, présentez le 3e ensemble. Ces documents étaient différents. Plus épais, plus officiels. Étienne les a regardés avec une alarme croissante. Celui-ci, j'ai annoncé, est mon Nouveau Testament, enregistré, notarié, absolument légal et irréfutable. Sous l'article 955 du Code civil français qui permet le déshéritage pour ingratitude manifeste, tu as été complètement retiré en tant que bénéficiaire de toute partie de mon patrimoine. Le silence qui a suivi était absolu. Étienne est devenu blanc comme un linge, les yeux fixés sur les documents comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il lisait. « Que? Quoi? Tu ne peux pas. Je suis ton fils. » Tu es mon fils, biologiquement, mais tu as depuis longtemps cessé d'être mon fils de toute manière significative, et la loi française reconnaît cela. Maître Dubois a pris le relais, la voix juridique et impassible. Monsieur Furkim Étienne, votre père a présenté des preuves substantielles d'abandon paternel, de négligence et de tentative d'exploitation financière. Tout cela se qualifie comme ingratitude manifeste sous la loi française. Le testament a été révisé par 3 juges indépendants et considéré comme complètement valide.
J'ai vu Étienne traiter cela, j'ai vu quand la réalisation a commencé à apparaître, mais il y avait encore plus à venir, beaucoup plus. Mais j'ai continué, il y a quelque chose de plus que tu dois savoir, quelque chose qui rendra cette décision encore plus impactante pour toi. J'ai fait un geste, et Maître Dubois a produit le dernier ensemble de documents. Le grand, la révélation finale. Tu vois, Étienne, tu as pris tes décisions basées sur des suppositions fausses sur ma situation financière. Tu m'as vu comme un vieux retraité pauvre, vivant d'une pension modeste dans un village de l'intérieur. Quelqu'un avec peut-être une maison et quelques économies modestes. Quelqu'un qui ne valait pas l'effort de s'en occuper, mais aussi n'avait pas grand-chose à laisser en héritage. J'ai ouvert le document principal, je l'ai tourné pour qu'il puisse voir. Mais cette supposition était complètement, spectaculairement fausse. Et puis j'ai présenté la vérité, propriété par propriété, investissement par investissement, compte par compte. Cet appartement à Lyon, 680 000 €. Cet immeuble commercial à Bordeaux, 1,2 million d'euros. Ces 3 propriétés à Nice, combinées 2,4 millions d'euros. Cet appartement à Paris, à 5 pâtés de maison du tien d'ailleurs, 1,8 million d'euros. J'ai lu systématiquement, observant les yeux d'Étienne devenir de plus en plus larges, la compréhension et l'horreur grandissant. Investissement dans des fonds immobiliers, 1,9 million d'euros. Actions blue chip diversifiées, 1,3 million d'euros. Compte au Crédit Lyonnais, Société Générale et BNP Paribas, combiné 1,8 million d'euros. J'ai fait une pause, j'ai laissé l'information s'enfoncer. Puis, j'ai donné le coup final. Valeur patrimoniale nette totale, actualisée la semaine dernière, 13 470 000 €. Le silence était assourdissant. Étienne était figé, la bouche ouverte, les yeux fixés sur les nombres. Je pouvais voir son esprit travailler frénétiquement, traiter, recalculer tout ce qu'il pensait savoir. 13 millions. Oui, construit au cours de 50 ans de travail acharné, d'investissement intelligent et de sacrifice. De l'argent que j'ai utilisé pour te donner la meilleure éducation, pour financer ton MBA, pour aider avec ton appartement. De l'argent que tu as présumé ne pas exister parce que tu ne t'es jamais soucié de demander, parce que tu n'as jamais vu ton père comme rien de plus qu'un vieil homme gênant. J'ai vu des larmes commencer à se former dans ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de réalisation de ce qu'il avait perdu. Et maintenant, j'ai continué impitoyablement. Cet argent ira à des endroits où il sera vraiment valorisé. 40% pour des institutions caritatives qui s'occupent de personnes âgées abandonnées. 30% pour Madame Colette Beaumont, qui m'a montré plus de bonté en 1 an que toi en 1 décennie. J'ai pointé vers chaque personne dans la salle. 20% pour un fonds éducatif pour les enfants pauvres à Lyon. 10% divisé entre d'autres qui ont démontré un soin authentique. Ces personnes, Étienne, des étrangers, comparés à toi, recevront ce que tu as jeté. Finalement, Étienne a trouvé des mots, bien qu'il soit sorti étranglé et désespéré. « Papa, s'il te plaît, j'ai fait des erreurs, je sais, mais nous pouvons arranger cela, nous pouvons... » Arranger ? J'ai levé ma voix pour la première fois. Tu m'as expulsé de ta maison comme un déchet. Tu m'as dit que je n'étais plus ton problème. Tu as passé 7 ans à m'ignorer après la mort de ta mère. Et puis, seulement alors, quand tu as pensé pouvoir profiter, tu as essayé de prendre le contrôle légal sur moi par la manipulation et l'intimidation. Et tu veux arranger cela ? J'étais confus. Céline a dit que... N'ose pas blâmer ta femme. Tu es un homme adulte, tu as fait tes choix, et maintenant tu vivras avec les conséquences. Maître Dubois s'est penché. Monsieur Furquim-Étienne, vous devez comprendre que cette décision est finale et légalement irrévocable. Toute tentative de contestation non seulement échouera, mais résultera en une exposition publique de toutes les preuves de négligence et de tentative d'exploitation.
y compris, il a fait une pause significativement d'éventuelles accusations criminelles pour tentative de fraude en relation avec la procuration que vous avez essayé d'obtenir sous de faux prétextes. J'ai vu cela briser Étienne. Il s'est effondré sur la chaise, le visage dans les mains, sanglotant. Et j'ai ressenti rien. Aucune satisfaction, aucune tristesse, aucune colère. Juste un vide froid où l'amour paternel devrait être. Je l'ai laissé pleurer pendant un moment, puis j'ai parlé une fois de plus, la voix calme et finale. Tu auras une dernière chance, Étienne. Pas pour récupérer l'héritage, c'est perdu et à juste titre, mais pour peut-être, récupérer quelques restes de dignité. Il a levé son visage taché de larmes. Quoi ? N'importe quoi, papa, dans les années qui me restent, tu peux essayer d'être le fils que tu aurais dû être. Pas pour l'argent. Ce bateau a déjà navigué. Mais pour le simple acte de faire ce qui est juste, des visites régulières, non parce que tu attends quelque chose, mais parce que je suis ton père. Des appels téléphoniques authentiques, demandant comment je vais, pas sur les finances. Un vrai soin si j'en ai besoin. J'ai fait une pause. J'ai laissé cela s'enfoncer. Si tu fais cela, vraiment, sans attente, alors peut-être, juste peut-être, dans mes derniers moments, je me souviendrai de toi comme plus que la personne qui m'a trahi. C'est le seul héritage que je peux encore t'offrir, la chance de prouver qu'il y a de la bonté en toi, même si elle apparaît trop tard. Étienne a acquiescé frénétiquement, les mots sortant dans un flux désespéré. Oui, je le ferai, je promets, je serai meilleur, Le temps dira. Jusque-là, ces documents sont enregistrés. Ce testament est en vigueur. Et cette réunion est terminée. Maître Fontaine, qui avait assisté à tout en silence professionnel, a acquiescé. Le procès-verbal sera enregistré dans les archives municipales. Tous les présents signeront en tant que témoins. Monsieur Furquim-Étienne, vous avez le droit à une copie de tous les documents présentés aujourd'hui. Étienne a juste acquiescé sans force, écrasé par le poids de la révélation. Je me suis levé lentement, mes vieux os protestants. Colette a tenu mon bras, m'a soutenu. J'ai regardé mon fils une dernière fois. Je t'ai aimé, Étienne, je t'ai tout donné, et tu as jeté cela par pure cupidité et indifférence. Que cette leçon, aussi chère soit-elle, fasse de toi un homme meilleur. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. Et puis, je suis sorti de ce bureau, Colette à mes côtés, laissant mon fils assis parmi des piles de documents qui détaillaient exactement ce que sa cruauté lui avait coûté. Vous avez aimé cette histoire de retournement? Alors, laissez votre like, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message que la dignité n'a pas de prix et abonnez-vous à la chaîne Histoire de Père pour plus de récits émouvants de dépassement et de justice. Dites ici dans les commentaires, pensez-vous que Philippe a bien agi en déshéritant son fils? Que feriez-vous dans sa situation? De quelle ville du Brésil ou de France nous regardez-vous? Et souvenez-vous toujours, le respect ne se négocie pas. La vraie famille est celle qui vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Et ne sous-estimez jamais un vieil homme qui a tout construit à partir de zéro. Un gros câlin et à la prochaine histoire qui touchera votre cœur.